tour du monde à la force humaine. Louis Margot s'est lancé en septembre 2023 depuis la Suisse pour tenter de parcourir la planète entière, à vélo sur Terre et à la rame sur les océans. Un défi complètement fou qui a pour but d'inspirer la jeunesse à suivre leurs envies les plus profondes. Je vous présente Human Impulse. Hello à tous, hello à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Human Impulse. Salut Louis, ça va? Bonjour à tous, ça va très bien. Nickel. Alors, nouvel épisode aujourd'hui, on va parler de cette nouvelle traversée que Louis a réalisée en Indonésie de 14 jours. Il va nous dire un peu ce qui s'est passé. On avait vu dans les vidéos précédentes un peu pourquoi on avait changé le plan de base, que cette traversée devait être plus tard dans l'année, mais elle a eu lieu plus tôt que prévu. Ça s'est tout fait assez rapidement, donc on pourra un peu parler de ça et puis on va parler de la traversée en elle-même, des différences avec, une grande traversée, des océans et puis, là plutôt en mer, proche des côtes et puis un peu plein d'autres trucs, donc voilà. Déjà Louis, comment ça va? Qu'est-ce que tu dis? Bah, là, ça fait plus ou moins 3 semaines que je suis de nouveau à terre, dans un endroit fantastique, loin de tout. Mon corps est récupéré, mais le mental, je pense, je vais en parler un petit peu. C'est dur. J'ai encore des séquelles du Pacifique, en fait, et chaque fois que je retourne en mer, ça rajoute une couche, surtout, des traversées aussi intenses que celle-là, qui sont quand même bien différentes. À vivre seul, et voilà, je commence à digérer tout ce qui s'est passé depuis ces 2 dernières années, et je sens l'impact du long terme, en fait, que j'avais pas encore vraiment avant, mais je le sens maintenant. Ouais, du coup, on peut revoir un petit peu très rapidement. Tu peux peut-être réexpliquer le plan de base qui était d'attendre et puis, que finalement tu es parti au sud, juste pour ceux qui ont peut-être pas suivi exactement, les raisons. Ouais. On va reprendre un peu du début. Alors moi, j'ai réussi à atteindre, on va dire le nord-est de l'Indonésie, avec, dans une zone qui s'appelle Raja Ampat. Au bout de mes forces, je me suis arrêté, je devais aussi faire un peu d'administratif pour m'enregistrer en Indonésie. Et en fait, depuis cet endroit-là, en fait, j'ai aucune référence de comment traverser jusqu'à Singapour ou ailleurs parce que personne n'a vraiment fait. Il y a une personne qui a fait un chemin un peu différent. Mais voilà, donc j'ai un peu pris du temps off, pour me reposer après ces 4 mois et demi, sur le Pacifique. Enfin, même 1 an, mais, d'une traite, 4 mois et demi. Hem Et il y a une saison, en fait, on va dire tous les 6 mois, il y a une transition des vents, dans cette zone du monde, en Indonésie, qui change énormément. Ça, c'est 180 degrés, en fait. C'est soit nord-ouest, soit sud-est, les conditions, avec des courants qui sont aussi très forts et qui sont pas forcément tout le temps les mêmes. Donc voilà, moi, j'ai pris quelques temps, off, où j'étais à Bali et Lombok, et un peu, c'était l'idée de se dire: «Bon, ça va refaire une transition en mars-avril». Utiliser ce moment-là pour essayer de redescendre, mais quand même avec un risque que j'arrive suffisamment vite à descendre au sud et après que je sois bloqué. Mais comme j'ai aucune référence, puis j'avais pas trop d'autres options, je m'étais dit: «Ben, je tente ça», et en fait, au bout d'un moment, le temps a avancé, la mousson a commencé à bien se mettre en route, et j'ai vu que c'était avec les conditions, c'était en fait possible de partir au sud. Même si moi je dois aller à l'ouest, au moins je pouvais descendre un peu au sud, avec les vents et les courants. Ce qui me permet alors j'avance pas vraiment puisque je reste sur la même, longitude, mais au moins ça me permet de partir d'une zone où au moment où les vents tournent, c'est beaucoup plus facile de partir. Parce qu'il y avait quand même ce risque d'être coincé au nord parce que les vents allaient venir du sud-est, et comme je suis descendu, même si je remonte un petit peu, on va dire, c'est pas très grave. Donc voilà, j'ai pris cette décision. 14 jours en mer, à 90 degrés de où je suis censé aller.
Voilà, je garantis, la suite, enfin, je garantis, c'est jamais sûr, mais j'augmente les chances de réussite parce qu'il faut savoir que traverser l'Indonésie, il y a qu'1 personne avant moi qui l'a faite. C'était un chemin différent, donc en fait, j'ai aucun point de référence et voilà, j'ai pris cette décision, et maintenant je suis ici et j'attends que la vraie saison, sèche, on va dire, arrive pour, essayer de faire le dernier mot. Il y avait aussi cette idée de tout ce qui est fait n'est plus à faire, parce que, ça fait déjà même comme tu dis, tu pas changé de longitude, mais au moins c'est un bout qui, bah, on en parlera, est pas évident à naviguer à la rame, qui est déjà fait, donc c'est déjà aussi ça derrière toi, heu, donc c'est cool. Bah, on va y aller un peu plus dans le détail sur cette traversée. Il y a beaucoup de gens qui t'ont suivi, à travers, l'Atlantique, le Pacifique et pour beaucoup et je pense peut-être pour, toi au début, tu as dû te dire que après avoir fait l'Atlantique, le Pacifique, une petite traversée de 14 jours, sur quelques centaines de kilomètres, ça devrait être plus simple et puis en fait, il y a eu enfin, mentalement et puis d'un point de vue du sommeil et plein de choses, c'est très compliqué, si tu veux un peu, parler de ça, ouais. Mmh. En fait, c'est vrai que s d'un point de vue rationnel, on regarde, la carte et ça paraît, ridicule, en fait. C'est comme un mec qui fait un marathon, après il doit aller, courir 2 kilomètres. On va dire: «Mec, c'est facile». Mais, on va dire après un marathon, si tu as vraiment été chercher au bout, après tu dois aller faire 2 kilomètres dans la montagne à 100 de pente, dans les cailloux, tout seul, sans GPS, tu sais pas où tu vas, heu, avec la météo contre toi, c'est plus pareil. Surtout, bah, je fais un peu une analogie là, c'est pas exactement ça, mais en fait, je me rends compte que j'ai tellement tiré sur la corde. Faut savoir que la plupart des gens qui font des traversées, ils font une traversée d'un océan, et après la deuxième, ils la font peut-être 1 ou 2 ans plus tard. En fait, là, l'enchaînement, même si je fais des pauses, 2 mois et demi, ça paraît immense, 2 mois et demi de pause, mais en fait, il y a toujours cette notion de, ben, je suis loin de la maison, je suis tout seul, même si je vois des gens, je suis tout le temps en mouvement. Je suis, bah, là, complètement déraciné après 2 ans, et le fait de s'arrêter, de repartir, au bout d'un moment, bah, même si j'ai fait énormément, je suis quand même un peu perdu, dès que je suis plus en train de tracer, quoi. Là, quand j'étais en mer, au final, c'était très dur, mais en fait, des fois, c'est presque même plus dur d'être sur terre. Donc voilà, ça, c'est je peux un peu revenir, sur les détails, mais ouais, d'un point de vue plus global, je sens que là, je suis, quand même au bout de ce que je suis capable de faire, et je pense que j'ai quand même atteint la limite, là, à la fin du Pacifique où j'en pouvais plus. Hem Et là, je sens que voilà. Puis je pense je me suis un peu, convaincu moi-même, que la fin du Pacifique, la rame, c'était plus ou moins, terminé. Pour me faciliter le départ des Marquises, je pense, j'avais fait ça, je m'étais auto-convaincu. Mais en fait, bah, il y a que la partie presque la plus dure, en fait, au niveau en termes de technique. Hem, je peux revenir peut-être un peu sur cette traversée. Ouais, ouais, Donc ouais. voilà, je suis parti de Raja Ampat, il y a environ, en fait, j'ai visé les îles de Kei où je suis maintenant, qui sont les îles les plus au sud-est de l'Indonésie. Hem, à savoir que dans la zone où je suis parti à Raja Ampat, je devais passer un sort de canal où il y a des courants de marée très, très forts. Hem Et il y avait environ, ouais, je crois 20-30 kilomètres, et j'étais pas sûr de réussir à le faire en une journée. Donc je me suis dit: «Voilà, j'ai trouvé sur la carte, une zone au milieu, où il y avait des hauts fonds avec des coraux. Voilà, je prends pas de risque. Première journée, au lieu de tout risquer et puis de me refaire prendre les courants de marée je sais pas où», parce qu'il y a aussi un endroit où il y a même des crocodiles, hein.
j'ai c'est quand même une zone du monde où il y a des il y a des sales bêtes, hein. Si je pouvais éviter de me retrouver là-bas dedans. Donc voilà, j'ai joué la sécurité, puis pas de stress en termes de timing. Voilà, si je prends 2-3 jours de plus, plutôt que risquer. Je pars, c'était de l'huile, la marée est plus ou moins, enfin est avec moi. Je je me souvenir, je me suis vraiment explosé au début. J'étais tellement content de partir parce qu'en plus c'était de l'huile. Bon, on a vu sur les vidéos, hein. C'était de lac Léman. Ouais, c'était impressionnant, ouais. Ouais, ouais, c'est comme un lac, incroyable, ouais. Mmh. Lac Léman. Donc je pars, thank you. Et je réussis à mettre l'ancre. Même en route, j'ai deux bateaux à moteur qui viennent me voir, c'est assez cool, vraiment bonne ambiance. Par contre, chaleur de dingue. Moi, je mets l'ancre, je vais dormir sur mes 2 oreilles parce que quand tu es à l'ancre, il y avait 7-8 mètres de fond. Moi, j'ai assez de cordes, serein. Et en fait, bah, je dors comme un bébé, sauf que le lendemain, je me réveille à 1 kilomètre, donc un demi nautique, donc 1 kilomètre plus loin. À savoir que la zone où il y avait les hauts fonds était très petite, hein. C'était peut-être 200 mètres. Et en fait, je me suis dit: «Mais comment c'est possible?» Donc en fait, la marée était repartie dans l'autre sens, mais le truc qu'il y a, c'est quand il y a des hauts fonds, le courant où il y a les hauts fonds est hyper fort, encore plus fort qu'à côté. Donc si tu as, je sais pas, 2 nœuds de moyenne sur la zone, où tu as les hauts fonds, tu as peut-être 4 nœuds et 4 nœuds, c'est hyper fort. C'est vraiment des courants, ça tire. 4 nœuds, c'est 8 km/h, hein. Donc c'est vraiment, c'est des grosses, enfin, Ouais, ouais. voilà, ça tire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que par chance et malchance, c'est que mon ancre, il s'est coincé à 25 mètres de fond, sous un énorme caillou, ce qui m'a empêché de me retrouver, en fait, je pense que je me serais réveillé, j'aurais craché quelque part, je sais pas. Par chance, ça a accroché, mais bah, impossible de l'enlever l'ancre. Et puis du coup, je sais pas, journée horrible du coup, il fait chaud, déjà je dis: «Ah mince, je vais devoir perdre mon ancre, je dois le couper». Et du coup, je me dis: «Bon, bah, j'attends un jour». Et je sais pas, je commence à faire des prières, je commence à appeler mon étoile, je commence à appeler le ciel. Je dis: «Ciel, si mon étoile, si tu là, mais fais quelque chose pour moi». Enfin, c'est vraiment un appel au ciel. Et on y croit, on n'y croit pas, le lendemain à 8 heures, il y a un bateau qui passe et moi je suis quand même à 15 kilomètres des côtes, hein, donc bah, c'est quasiment Morges-Évian en termes de distance. Sur la carte, on a l'impression que c'est à côté, je suis à côté de la plage, mais en fait, je suis quand même loin des côtes, hein. Là, il y a un Ouais, c'est un liveaboard bout, boat, ouais, ouais. c'est des sortes de gros bateaux, où des gens, ils vivent dessus puis ils plongent. Et bah, en fait, ils sont arrivés à 8 heures. Moi, la marée à 10 heures, elle tournait et du coup, bah, en fait, ils m'ont tout simplement décroché l'ancre et j'ai pu repartir. Mais j'étais, Incroyable. mais tellement heureux. Sinon, tu devais couper l'ancre et c'était fini, tu avais plus d'encre, quoi, pour le reste de Bah, j'en ai une autre, tout petite de réserve, mais ça, c'est, vraiment tu vas cracher sur une côte, puis tu la lances et puis tu espères que ça te freine pour pas te cracher. C'est pas une aussi ouais, bien que ce que j'ai, hem, ouais. mais là, celle que j'ai, elle a quand même pas tenu, hein. C'est fou, hein. C'est quand même une bonne encre, mais ça a tellement Mais est-ce tiré. que c'est dû, à ton bateau, à la forme du bateau, c'est des ancres, qui peuvent, Bah, je fonctionner pour toute pense que l'époque? je sais pas, je pense qu'il y a 2 effets là. C'est, peut-être j'avais pas enfin, peut-être j'ai pas mis assez de longueur de corde parce qu'il y a une histoire de longueur de corde. Le fond était peut-être pas assez bien pour que ça accroche. Et en fait, la force des courants. Parce que tu as un peu de vent ou des vagues, l'ancre, il tient, tu vois? Mais en fait, quand tu as du en fait, c'est comme si tu accrochais un bateau moteur et tu mettais les gaz à fond. Ça et 4 nœuds, c'est fort. C'est vraiment des courants, même peut-être plus, tu vois? 5 nœuds et imagine 5 nœuds, c'est comme si tu cours à 10 km/h et ça, c'est la force du courant. Et ça, tout le premier jour? Enfin, du coup, la Ouais, première donc nuit? ça ouais. Et après, bah, du coup, j'ai un traumatisme avec ça et je me suis dit: «Bon, c'est mort, je mets plus l'encre». Parce que j'avais prévu de mettre, encore mon encre à 2-3 autres endroits et j'ai dit: «C'est mort, je préfère pas dormir et puis, juste attendre et puis, non, mais je préférais». C'était horrible. Ouais, ouais. Après j'ai réussi à partir et de nous, bah, du coup, je devais passer.
et en fait, là, il y avait tout d'un coup un vent assez fort parce que quand tu t'approches des côtes, ça aspire le vent et là, j'étais obligé de ramer à fond parce que je devais passer une pointe et là, ça commençait à souffler à, en tout cas, 20 nœuds, donc ça fait 40 kilomètres/h de vent, c'est assez fort. Pour passer la pointe, du coup, là, j'ai ramé pendant, je pense, 7 heures de suite pour passer cette pointe et après arriver dans une zone, qui était plus, relax au niveau des courants, mais où j'étais quand même assez proche des côtes et puis là, j'ai vu plein de bateaux pêcheurs. C'était assez calme. Mais j'ai vu, voilà, j'étais assez proche des côtes. J'ai eu de la visite, j'ai des pêcheurs qui sont venus me parler, hem et au final, c'est assez stressant parce que tu sais pas où ils sont les bateaux parce qu'ils sont pas sur le radar, mais c'est cool de savoir qu'il y a des gens autour quand même. Donc c'est un stress, de se dire que dans une urgence grave, bah, il y a des gens, mais je suis quand même tout le temps sur le qui-vive parce que je suis seul. Donc le sommeil, c'est jamais vraiment du sommeil, du bon sommeil. Et d'un point de vue technique, on a vu qu'il y avait eu plusieurs soucis, tableau de bord, enfin panneaux solaires, il y a eu des problèmes, enfin au-delà de tout ce qui était sommeil et de ton côté, tu as quand même eu en peu de temps, des problèmes techniques aussi, qui ont pas aidé. Ouais. Ouais, bah, en fait, j'ai changé mes panneaux, mais j'avais quand même, ce que j'ai remplacé, c'est pas incroyable non plus et en fait, il y avait pendant plusieurs, jours, il y avait pas de soleil, et du coup, bah, c'est assez, enfin, c'est la saison des moussons, donc il y a des nuages, il y a pas de soleil, puis ça consomme quand même, même si je fais attention et au-delà de ça, ben, mon écran de bord, le principal, que j'ai depuis le début de l'aventure, c'est ce qui est connecté à tout mon système, que ce soit l'autopilote, mais surtout le, le système de radar AIS, donc c'est où je vois les autres bateaux. Donc en fait, ça veut dire que là, en fait, en fait, ça fonctionne, mais mon écran, je vois plus rien. Donc en fait, si l'alarme sonne, eh ben, je sais qu'il y a un bateau, mais je sais pas où il est. Enfin, je peux pas voir ce qui se passe. Donc, donc ça veut dire que tu te réveilles, puis après, c'est à vue, quoi. Donc, assez stressant. Et puis en plus tu sais que ça fonctionne, mais t'es pas non plus sûr à 100% parce que l'écran marche plus. Donc j'ai dû faire Ouais, tout ouais, tout ça tout tu le sais long pas comme où il est le ça. problème, en fait. Bah, ouais, et c'est quand même assez angoissant de pas après voilà, tous les gens à l'époque ils naviguaient sans ça, hein. Mais quand tu as la rame, franchement, loin des côtes, en pleine mer, j'aurais moins eu peur. Mais là, proche des côtes, il y a beaucoup de bateaux, c'est assez stressant. Donc j'étais tout le temps sur le qui-vive. J'ai un jour où il y avait quand même de la forte météo et puis là, je me suis un peu, rappelé de à quel point c'était dur, enfin de quand le bateau se coule dans tous les sens et en fait, j'ai jamais eu vraiment beaucoup de sommeil. Je pense le max que j'ai dormi d'une traite, c'est peut-être 2 heures en 2 semaines. Après j'ai fait des segments, mais j'ai jamais réussi à dormir plus qu'1 heure et demie, 2 heures. C'était à chaque fois par segment, enfin du sommeil polyphasique avec, sur ça le stress, et puis en fait, il y avait une tendance générale à partir sur l'est parce que le vent venait du nord-ouest et puis les courants avaient quand même une tendance à me tirer à l'est. Donc en fait, moi, j'étais tout le temps en train de forcer pour aller à l'ouest et puis on voit des fois que c'est des petites remontées de courant parce qu'en fait, il y a un système de marée et puis en fait, j'étais pas c'était hyper déprimant parce que tu rames, puis tout d'un coup, bah, tu repars dans l'autre sens, après tu revois bien. En fait, c'est l'ascenseur émotionnel tout le temps. On Alors a vu que sur le tracker, vers la dernière semaine, c'était vraiment la nuit, tu remontais, enfin, tu repassais dans l'autre sens, après tu redescendais, ça doit être assez frustrant de ramer une journée et puis de voir que tous tes efforts la mmh, nuit, ouais. c'est c'est hyper frustrant et puis en fait, les conditions sont beaucoup quand tu es sur l'océan, les conditions, elles sont, voilà, peut-être pareilles pendant une semaine, tu vois? J'exagère un peu, mais Mmh. c'est beaucoup plus linéaire et long et là, en fait, comme ça change tout le temps, moi, j'ai plus l'habitude, du coup, ça devient très intense émotionnellement. Ouais. Ou en mer, ben, Et alors que c'est peut-être dur pendant 3 jours, mais après c'est bien pendant une semaine et là, c'est tu l'impression que toutes les heures ça change. mais du coup, ouais, comme tu dis, émotionnellement, ça fait plus des hauts et des bas. D'un point de vue, tu sais, mentalement pour te préparer, est-ce que tu avais la même façon de se mettre dans ta bulle que pour une longue traversée? Ou est-ce qu'il y avait moins de préparation mentale et tu t'es dit, enfin dans l'optique où tu te disais aussi que c'est plus petit, tu et puis aussi le sommeil et puis
tous les facteurs externes, ça faisait que tu arrivais pas à te mettre dans ta bulle et ce qui faisait que ça a rendu la traversée beaucoup plus compliquée. C'était peut-être ça aussi, non? Ouais, je pense tu dis quelque chose de juste. J'ai un peu précipité cette traversée et je pense, même si je savais que ça allait dur, je l'ai un peu sous-estimé. Et aussi un peu on va dire cette inconscience et un peu bon, bah, ça va être dur, mais c'est plus tard et on s'en occupe pas trop, puis on verra bien. Un peu cette mentalité que j'ai depuis le début, alors qui a fait que j'en suis où j'en suis, mais mentalement, du coup, ça il y a un prix à payer. Hem Et en plus, même la nuit, j'ai vraiment je suis parti à l'arrache, hein. Je suis retourné à mon bateau. En 3 jours, j'ai tout préparé. J'avais même pas d'endroit où dormir vraiment, donc j'ai dormi dans un hamac dans la forêt, le jour d'avant. Donc pas du tout organisé. Et puis un peu cette envie de bon, faut que ça se passe vite. Donc on y va et puis, voilà, on verra bien. Ouais. Mais c'était pas du tout ce que j'aurais dû faire. C'est une préparation pour le sommeil, déjà m'habituer parce que finalement le corps il prend quand même, il prend tarif, hein. Parce qu'on passe d'un calme absolu et bam! Cortisol, donc le cortisol ça vient du stress. Cortisol max, plus de sommeil, ramer 8 à 10 heures par jour. C'est quand même, on est pas fait pour faire ça, hein. Je suis pas très tendre avec moi-même. Bah, c'est sûr moi, ce qui C'est comme m'avait ça. surpris aussi, c'est quand tu nous avais annoncé ce plan de descendre au sud, tu nous l'as annoncé et puis après, je crois que c'était 4 jours après, tu partais, en fait, ou genre 5 jours après, je sais plus. C'était vraiment express, je me souviens même pour faire les annonces et tout, dans la presse, c'était, express, puis d'un coup, tu étais parti et puis, c'était assez fou, tu voulais Ouais, pas trop y je penser pense avant et puis je tu crois voulais que y j'étais aller, dans quoi. un déni. J'étais dans un déni de réalité où j'étais à Bali, à Lombok et j'avais un peu mis un verrou. C'est dans longtemps. Du coup, j'y pensais pas trop et en fait, tout d'un coup, quand c'est revenu et je me dis: «Bon, il faut que je fasse ce bout-là». Du moment que j'avais pris la décision, je me suis dit: «Bah, en fait, il faut le faire parce que je vais faire que stresser sinon». Du coup, en fait, j'ai pris la décision et après en fait, il faut faire maintenant parce que les conditions sont bonnes. Puis du coup, je me suis dit: «Bon, OK, les conditions sont bonnes, il faut y aller parce que si j'attends trop, bah, après je pourrais plus y aller». Du coup, ça tourne à 1000 à l'heure, donc on y va et go. C'était un peu précipité et ça a marché finalement. Voilà, c'est ouais, petit peu de chance Ça, quand ça même. marche, mais ouais, c'est un peu ce qui fonctionne, dans les scénarios comme ça, hein, mais ouais et Faut puis, juste y aller des fois. c'est ça Des fois, faut juste y aller. et là, c'est la preuve ultime, quoi. Hem, On n'est jamais ouais, on prêt. va juste parler aussi On un n'est jamais prêt. peu pardon? Non, je disais on n'est jamais prêt. Là, c'est un peu Non, ouais, extrême. On j'ai un peu poussé l'extrême, mais on n'est jamais vraiment prêt. Faut avoir le minimum et là, j'avais le minimum, puis ben, go et puis, ça passe ou ça casse, puis ça a passé. ça a marché, quoi. On peut vite revenir aussi sur l'arrivée. On a vu des belles images, avec notamment des drones et puis, des vidéos vraiment incroyables avec une eau turquoise sur une île où qui était vraiment, bah, tu disais, c'est vraiment pas touristique, c'est vraiment très éloigné. D'ailleurs, il y aura d'autres vidéos, d'autres, photos qui vont arriver, notamment de la GoPro, sur ton bateau qui a mis un peu de temps avec les les tailles des fichiers, mais ça va arriver. Mais ouais, raconte-nous un peu, l'arrivée, à quoi tu t'attendais, que c'était un peu, je sais pas si tu avais contacté les gens avant, vas-y, raconte-nous un peu, ça. Alors moi, j'avais visé l'île, j'avais annoncé sur les réseaux, mais je savais pas trop où j'allais aller. Je me suis dit: «Bon, bah, il y a l'air d'avoir des plages, des endroits, des hôtels, mais bon, pas de marina». Mais je me suis dit: «Bon, voilà, j'y vais, puis, ben, je mets l'ancre et puis je vais sur place un peu regarder comment ça se passe». Et en fait, en postant sur les réseaux, il y a quelqu'un qui m'a contacté, hem, de d'un hôtel
c'est une Française qui tient cet hôtel. Et en fait, elle m'a dit que j'étais le bienvenu pour venir ici. Et du coup, ça m'a tout de suite, j'ai dit: «Bon, bah, c'est bon, go». En plus, c'est dans une baie du nord qui est quand même un peu protégée, des vagues parce qu'arriver sur une plage avec des vagues de surf, c'est pas du tout, enfin, c'est très compliqué à la rame. Parce que du coup, après, tu fais des tonneaux, quoi. Hem, donc c'était vraiment l'idéal. Donc voilà, j'ai dit sur les réseaux que j'allais à Key. Quelqu'un m'a proposé et en fait, c'est le plus bel endroit, enfin, j'aurais pas pu trouver mieux. Parce que donc ce qui était difficile, c'est que moi, je devais viser, je me faisais pousser à l'est et je devais viser en plus à un moment avec la marée, parce que toute l'immense baie qu'on voit là avec l'eau turquoise, il y a des courants de marée, puis en fait, le niveau de l'eau, bah, il y a 2 mètres de marée. Donc en fait, je devais essayer d'arriver à un moment précis. Qu'à la rame, en plus, ça change tout le temps, la vitesse, les vents, les courants. Donc en fait, j'ai quasi pas dormi les dernières 48 heures pour essayer de garder, le bon rythme en ramant ou en arrêtant de ramer, pour arriver juste au bon moment, pour quand la marée monte, j'arrive le plus loin possible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'arrive et puis je vois cette eau, mais je me dis: «Mais c'est quoi cette couleur?» Non mais franchement, j'y crois je rame et tout d'un coup, je vois l'eau, mais turquoise. Et en fait, toute la baie, c'est, du sable blanc hyper fin et très peu profond, ce qui fait que la couleur de l'eau, elle est juste magique. Et moi, je rame et je dis: «Mais c'est trop», j'avais jamais vu une eau pareille. C'est et les sur les vidéos Instagram, il y a pas de filtre. Tu peux attester, Ulysse, Non, hein, tu ouais, as vu les ouais. vidéos brutes, Non, non, ouais, ouais, il y a tu pas as de vu les filtre, ouais. refs, c'est 0 filtre. Et bah, du coup, bah, l'équipe de l'hôtel est venue me voir avec le bateau moteur. Moi, j'ai un peu essayé de contourner et en fait, le dernier bout, j'étais jamais arrivé sur une plage. Le dernier bout, en fait, je commence à ramer, mais je vois le fond. Donc au bout d'un moment, bah, il y a ma dérive et mon gouvernail, en fait, qui sont proches de toucher le fond. J'enlève ma dérive et puis là, bah, je continue à ramer en direction de l'hôtel, puis je rame et puis tout d'un coup, en fait, mon bateau, il s'arrête parce que le safran, bah, il est coincé dans le sable. Donc en fait, je peux plus avancer. Donc je saute du bateau et là, l'eau a, je pense, mais en tout cas 32 degrés. C'est limite, ça me brûle les pieds. Non, mais j'ai jamais eu une eau pareille. Je crois qu'une fois dans le golfe du Mexique, j'étais allé à 15 ans en arrière où l'eau était aussi chaude, mais là, c'est vraiment 32-33 degrés facile. En bout de, alors en pleine mer pas, mais là, proche des côtes, à 2 mètres de fond, je saute du bateau, j'enlève mon gouvernail, enfin mon safran, et du coup, après, ben, le bateau, il a plus que 30 centimètres dans l'eau. Donc en fait, là, je le tire tout simplement jusqu'en fait, devant l'hôtel. À marée haute, l'eau, elle va jusqu'à dans l'hôtel. Et ce qui est cool, c'est qu'il y avait une pirogue. Bah, on voit sur les vidéos une pirogue, traditionnelle qui a été construite récemment, mais du style de l'époque. C'est assez marrant parce que les gars, ils sont sur ce bateau à 2 et comme c'est, tellement au niveau de l'eau, ils sont tout le temps en train d'écoper l'eau. Donc en fait, s'ils écopent pas, ils coulent. C'était assez marrant parce que du coup, ils peuvent ramer avec une sorte de pagaie, puis en même temps, ils ont une voile. Enfin, et du coup, j'ai ce Ouais. bateau-là, j'arrive sur la plage, sable blanc. Et là, tout d'un coup, en fait, il y a une équipe de danseuses, d'ici. Au moment où j'arrive, la chef du village, de l'équipe, en fait, me me prend du sable et en fait, me fait une croix ici. Et bah, c'était assez particulier, mais en fait, c'est pour, annoncer aux ancêtres que je suis là, par respect. Ensuite, j'ai eu droit à une danse qui était très sympa. Même moi, on voit sur une des vidéos où j'essaie de faire 2-3 pas de danse, enfin, j'ai été forcé, hein. Mais la catastrophe parce que j'avais le mal de terre, donc je vacillais et très fatigué, j'avais pas dormi pendant 48 heures et on fait un petit tour, je discute avec les locaux, on danse, il y a la musique. Et là, ils m'apportent, un plat de nourriture qui venait d'être fait avec du poisson, des légumes, des bons épices et j'étais le plus heureux du monde. Un coca frais, hem et là, en fait, ce qui est cool ici, c'est qu'il y a pas de c'est très peu touristique.
donc il y a pas beaucoup de stress, heu et c'est l'endroit idéal pour se reposer, en fait. Les îles de Key sont je fais un peu de la pub, hein. Là, je suis à l'hôtel Manoa qui est tenu par une Française. C'est un endroit fantastique avec des gens, mais tellement souriants, une simplicité. Alors l'Indonésie, c'est connu pour ça, hein, mais là, c'est tous les soirs, ils font du ukulélé sur la plage, il y a quasiment pas de touristes, les plages sont paradisiaques, la nourriture est bonne. Hem, alors c'est vrai, comme c'est pas touristique, il y a pas vraiment de resort, mais sur les routes, c'est trop cool, il y a pas de trafic. Moi, je vais faire des tours en vélo, je vais un peu courir et ouais, c'est un endroit, sympa pour ceux qui ont envie de voyager en Indonésie et de voir quelque chose de différent. Ouais, bah, magnifique, écoute, c'est cool. Et je On va voulais terminer juste re ouais, je vas-y, voulais pardon. juste remercier je voulais juste remercier, l'hôtel Manoa et toute son équipe aussi, parce que grâce à eux, j'ai un endroit où me reposer et ils m'ont fait un accueil magnifique, donc voilà, je voulais les remercier. Ouais, un grand merci à eux, ouais. Tu fais bien de le dire et puis aussi, pour les images Mmh. qui ont été, faites à l'arrivée, c'est très cool. Merci. On va juste, avoir une dernière petite partie là, la partie un peu rétrospective, j'appelle ça, je sais pas comment tu vas appeler ça, mais rapidement, ça fait à peu près, j'ai pas le compte exact, mais 900, je crois 905 jours que tu es parti Ah, ça pique. de Morges, en Suisse le 3 septembre 2023, et je voulais un peu revoir avec toi. J'ai un peu 2 questions qui sont un peu ouvertes, mais 2 questions principales. La première, c'est quand avant de partir, de la Suisse, un peu quand tu planifiais ce truc, cette aventure plutôt, tu avais forcément une image dans ta tête de ce que ce serait ce tour du monde, de ce que ce serait cette aventure un peu et après, voilà, tant de jours, premièrement, quel est l'aspect de l'aventure qui t'a le plus surpris? Qui par rapport à tes attentes, donc le truc tu t'es dit: «Ah ça, j'avais pas du tout imaginé comme ça» et puis à l'inverse, le truc c'était exactement ce que tu avais imaginé. C'est-à-dire, dans ta tête avant de partir, il y a quelque chose qui allait être comme ça et puis c'était vraiment le cas. S'il y en a, c'est un peu les deux trucs que je voulais savoir. Ouais, qu'est-ce qui m'a surpris et qu'est-ce qui est vraiment comment j'avais Ouais, imaginé? ouais, exact, ouais. Par rapport à n'importe quel moment dans l'aventure ou que ce soit la rame, le vélo, enfin les pays que tu as visités. Ce qui m'a surpris, j'ai envie de dire, c'est la bonté des gens, mais vraiment. Heu, j'ai eu tellement peu d'altercations, de problèmes. Bon, alors je suis pas encore, su sur la partie retour, compliquée, je touche du bois, mais la bonté des gens, c'est tellement de gens qui m'ont aidé, que ce soit sur la route ou, via des donations ou de l'aide à distance ou du soutien mental. Je pensais pas que autant de gens allaient suivre. Vraiment, moi, je suis un peu parti comme ça, oui, on en a fait la pub, on a quand même poussé les médias, mais, de le vivre, je pense, j'ai sous-estimé cette communauté qui allait se créer derrière, heu, donc ouais, ça, j'ai été surpris en bien, vraiment. Hem, ce que j'ai sous-estimé, je pense, c'est l'impact psychologique que ça allait avoir sur moi. On se dit moi, j'étais un peu sur cette continuité, on va dire, du challenge du sport. Je pense dans ma tête. J'ai un rameur, j'ai beaucoup pédalé, puis j'ai un peu j'étais dans cette continuation. Mais là, j'ai quand même senti une rupture, qu'il y a une transition dans la tête qui s'est faite. Hem et à et comment, en fait, à quel point ça pouvait impacter plus le long terme dans la tête, le fait d'être aussi longtemps en mer et et d'être loin aussi longtemps. Ça crée une espèce de distance avec les choses. Dans ma tête, je suis plus distant. Je suis des fois un peu à côté de la je dis à côté de la plaque, pas au sens d'être débile, mais je suis un peu dans mon monde. J'étais déjà un peu dans mon monde, mais encore plus et voilà, moi j'ai un peu attaqué de manière sportive, mais en fait, c'est une expérience spirituelle
qui te transcende, c'est plus fort que toi. C'est pas juste du sport, ça va au-delà. Même s'il y a cet effet de flow qu'on a quand on rame ou quand on court, quand on fait du vélo, c'est quelque chose. Mais là, cet aspect, connexion avec soi-même et loin du monde. Moi, je sens l'impact maintenant, on va dire, après du temps. Même après l'Atlantique, je m'étais encore pas j'étais encore après l'Atlantique, j'étais encore dans ma tête, j'étais encore en Europe, je pense. J'étais dans un début d'être parti, mais la transition, elle a commencé à vraiment venir aux Marquises, où j'ai passé 4 mois en mer et là, vraiment, j'ai senti que j'ai passé un cap et là, finir le Pacifique, ça a pas c'est pas venu tout de suite après, mais après quelques mois à Bali, je me suis rendu compte en fait de l'impact. Hem, c'est pas tout le temps positif, hein. C'est beau, hein, à voir, mais il y a aussi des côtés qui sont difficiles à vivre. Le fait d'avoir, bah, des fois un peu des coups de déprime parce qu'on est habitué à la dopamine, à la surstimulation, d'être en mer. Puis quand on n'avance pas, on pète les plombs parce qu'on a eu une perte de sens et on n'est plus dans la mission. Et puis c'est incroyable comme expérience, mais il y a aussi sa charge d'émotions, difficiles, négatives, si je peux dire, à vivre que je sens maintenant. Jusqu'à maintenant, j'étais tout le temps en train de pousser, 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 je suis motivé. Et là, le cap des 2 ans avec les, 300, je crois que je suis à 380 jours en mer au total et je vais passer les 400. Là, il y a un peu là, on sent que le dos, il est chargé, en émotion et je remarque aussi au niveau socialement, je suis assez vite épuisé quand j'ai des interactions. Je suis passé tellement longtemps en mer tout seul que j'adore interagir avec des gens, mais un petit moment après, j'ai toujours besoin d'être seul et ça, je pensais pas que ça allait m'arriver parce que je suis quelqu'un de très sociable. Donc hem je découvre et puis je suis pas encore au bout de mes surprises pour voir l'impact à vraiment long terme. Hem, de qu'est-ce que ça fait sur un humain d'être autant loin, pendant si longtemps et de tirer sur la corde parce que finalement je vais quand même assez fort. Je fais des longues pauses, mais quand j'y vais fort. Donc voilà, ça c'est un peu pour les éléments à partager aujourd'hui. Ouais. Bah, ouais, en tout cas, c'est intéressant et c'est fou de se dire, moi, quand je regardais la sur le site web, c'est sur la page principale, il y a le compteur de jours et en fait, c'est fou à quel point ça passe vite, on se rend pas compte. Les 1000, du coup les 1000 c'est quand? C'est en ju on est Et à ben, quoi? les 1000, c'est 900? dans 3 mois à peu près, un peu moins de 3 mois. Il faudrait que je regarde la date, C'est en mer, je mais pense. tu seras peut-être en mer, ouais. Dans 3 mois, Ouais, ouais. mars, ouais, je serai en mer, je suis au milieu normalement. À des 1000 jours, c'est quand même, waouh, ça fait mal au crâne, hein. Ouais. Bah, il faut ouais, c'est un sacré milestone, quoi. C'est un 1000, c'est beau et puis au final, je suis déjà en tout cas arrivé jusqu'ici. c'est ça. Je pense que j'étais pas en haut de la liste dans ceux qui pensaient que j'allais arriver. Sûrement pas. Je pense que c'est intéressant, on le saura jamais, mais ce que les gens, de manière générale, pensaient au début, alors, de manière très bienveillante, tout le monde te souhaitait d'y arriver, mais mais combien de gens, vraiment d'un point de vue, hors, comment dire? Soutenir, pensaient que tu allais arriver, aussi loin déjà et puis, on verra la C'est une suite, bonne mais question, c'est ce que tu dis parce que tu poses là. 1 an avant que je parte, j'avais fait une petite, conférence avec mes proches, une trentaine de personnes. ouais. Je sais pas si tu étais non, je crois que tu étais pas bref. Moi, ça me dit quelque chose. Enfin, en tout cas, on Je en avait parlé. Je sais pas si Ouais tu étais là, mais on avait parlé, ouais. et Ça me dit je pense honnêtement, bah, que les gens, oui, ils étaient là, c'est trop cool, même si j'ai senti déjà un peu de résistance, mais je pense qu'honnêtement, au fond d'eux, ils se sont dit que ça allait foirer, honnêtement. mmh. Mais même Il y a moi, tellement de facteurs, plein de mais même ouais, mais moi, c'est ça. même moi, c'est Ils c'est facile de dire aujourd'hui, mais avant, en plus, 1 an avant que je parte, j'avais pas de bateau, j'avais rien, j'avais un PowerPoint. J'avais une idée. Non, mais j'avais qu'un PowerPoint, j'avais même pas le vélo, j'avais pas de bateau, j'avais rien et c c pas à mon avis, pas beaucoup
de jeu. Mmh. Mais c'est En toujours tout comme cas, ça, hein. les si tu devais parier, si on devait parier pour de l'argent, c'est sûr que Si un pas moment de beaucoup Sparte fallait auraient parier ouais, là, tu que je finisse, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils auraient même pas mis 10 balles, hein. ou que tu arrives là déjà, ouais, Déjà où j'en suis. ouais, ouais, ouais. OK. Bah, écoute, super intéressant. Ah oui et puis du coup, est-ce qu'il y avait sur la deuxième partie de la question, est-ce qu'il y avait quelque chose où tu t'es dit, à un moment dans l'aventure: «C'est exactement ça à quoi je pensais quand j'imaginais, cette aventure»? Peut-être pas, hein, Oui, alors, peut-être c'était des cette surprises. sensation que j'avais eue quand j'étais allé à Istanbul à vélo, Ouais, ce flow de kiffance, vraiment, là en Amérique du Sud, je l'ai vraiment eu. Le bateau, alors je pouvais pas trop m'attendre parce que voilà, mais la kiffance, du flow quand j'étais en Amérique du Sud, ça c'était pile comme j'avais imaginé. OK, ouais. C'était exactement, le même plaisir. J'étais pile dedans. Hem, ouais, ça c'était pile au centre. OK, ouais, 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 je vois. OK et bah, écoute, bah, magnifique. On va peut-être si tu veux juste donner deux trois petites infos sur, la suite, les prochains mois, on va évidemment le rappeler, mais pour que les gens, se souviennent un peu des prochaines étapes rapidement et puis voilà. Alors, il faut comprendre que là, c'est très tranquille, mais au moment où je vais partir, ça va être du quasi non-stop jusqu'à la Suisse. C'est un peu, stressant, mais là, donc on est le quoi? On est le 24 février. J'ai mon bateau ici, je fais un peu de commander des pièces, changer mon écran, ravitaillement, assez tranquille le rythme. J'essaie d'écrire un petit peu un début de livre, je prends du temps. Moi, mon espoir, c'est que les vents tournent au plus vite possible, enfin, le plus rapidement possible, mais j'aurai mon bateau prêt, je pense autour du 20 mars, il sera prêt avec tout le ravitaillement, j'aurai tous mes composants pour le bateau. Je suis censé partir avant le 12 avril parce que mon visa est fini le 12 avril, donc donc c'est un peu cette date limite, donc je pense que je vais de toute façon partir à ce moment-là. Au pire, je pars et puis je mets l'ancre un peu plus loin. Je pense que je vais partir un peu avant. J'imagine qu'il y a en tout cas 2 mois, mais je me dis dans ma tête jusqu'à fin juin, en mer. Et là, je vais d'une traite, jusqu'à Singapour. Enfin Singapour, potentiellement l'île qui est juste en face parce que je suis en train d'essayer d'organiser cette traversée du détroit. C'est les 10 derniers kilomètres, c'est pas grand-chose, hein. Mais en fait, c'est très, 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 très compliqué. C'est le détroit le plus dense au monde en termes de trafic maritime, qui a été traversé qu'à par une personne au monde à la rame, et par une en kayak. Enfin, c'est quand même, pas commun et en fait, une fois que je vais arriver à Singapour, je vais devoir aller assez vite. Je vais prendre un peu de temps quand même, de pause en Thaïlande ou dans cette zone-là. Je vais quand même prendre peut-être 2 semaines de pause, mais on va dire que, après une fois que je serai lancé, là, je vais devoir tracer ma route. Parce qu'en fait, sinon je risque d'être coincé, en Russie, à cause de la frontière géorgienne qui est dans la montagne et c'est un peu mon seul point d'entrée en Europe. À moins de braver l'hiver à -30 à travers la Russie. Mais si je veux avoir une chance de pouvoir pas avoir trop froid, il faut que je traverse cette frontière, géorgienne qui est à 2 300 mètres, je crois et qu'il faut que je traverse, au plus tard en octobre. Donc en fait, de août à octobre, ça va être 3 mois où je vais faire plus de 150 kilomètres par jour et là, je devais tracer ma route. C'est ça qui m'attend. Punaise, ouais. Mmh. Et ben, sacré challenge, quoi. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus en plus de détails, dans les mois à venir, je pense qu'on va terminer sur ce joli teaser pour la suite. Mais Mmh. en tout cas, c'est ouais, c'est loin d'être fini, cette aventure. Ouais et ça va être très intense. Ça va Ouais, pulser, en ouais, fait. ouais. Du moment que je pars là, c'est très calme, mais ça va pulser. En fait, j'ai pas le choix. J'aurais aimé, hein, prendre plus de temps pour rentrer, mais c'est soit ça, soit je fais de nouveau 4 mois de pause, ou alors je pédale à -40. Je peux aussi, hein.
Mais c'est faisable, hein, pédaler à -40, mais bon, à voir. OK. On verra. Ouais, on verra, on verra. OK, ça roule. Bon, bah, écoute, je pense qu'on arrive, gentiment au bout. Je profite aussi pour, encore remercier tous les sponsors de l'aventure, toutes les personnes qui soutiennent de près ou de loin, que ce soit financièrement ou, simplement via les réseaux. Heu, voilà, continuez à partager, continuez à suivre. Il y a encore beaucoup de choses, même si c'est des périodes peut-être où il y a moins d'activités, bah, là, parce que l'aventure, n'avance pas. Il y aura de quoi suivre, dans les prochains mois, donc continuez à suivre, à partager et merci beaucoup. Merci à tous, vous êtes très nombreux. Moi, dans ces moments difficiles, ça me fait énormément de bien de recevoir tous ces messages, des privés, des sponsors, des clubs, de tout le monde. Hem, donc voilà, un grand merci à tous et moi, je vais me donner à fond, pour me donner les moyens de rentrer cette année. Ça, c'est mon objectif, heu et en tout cas, moi, de mon côté, je vais faire mon max pour y arriver. Yes et puis, je profite juste pour dire rapidement que, pour la dernière étape qui serait à vélo donc, depuis Singapour, on commence à rechercher aussi des sponsors, hein, toujours, si vous connaissez des entreprises ou des particuliers qui veulent sponsoriser la suite, hésitez pas à nous contacter, vous avez toutes les infos sur le site. Donc voilà, petit message, par rapport à ça et sur ce, bah, écoute Louis, je te souhaite une bonne, soirée, une bonne nuit. Ouais, c'est le soir là, donc Ouais. bonne journée ou bonne soirée, je sais pas quand ce sera posté, mais Ouais, ouais, tout de bon à tous. une bonne suite. C'est ça. Allez, salut.